Xavier Bertrand est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Xavier Bertrand. Luc Châtel, qui est le nouveau secrétaire général de l'UMP par intérim, en attendant, Luc Châtel a déclaré ce matin: je demande le retrait de la réforme ferroviaire. Vous aussi? Non. Non. Ce texte va être discuté à partir de demain. C'est pas un texte parfait, mais je ne demande pas le retrait de ce texte et je ne voterai pas contre ce texte. Il est hors de question que je me retrouve dans le camp des jusqu'au-boutistes qui continuent à faire grève. Vous ne voterez pas contre le texte. Non. Ça veut dire que vous pourriez voter pour ce texte. Je peux voter pour ce texte, il y a juste un point. J'attends de savoir si le gouvernement ne va pas nous sortir des amendements de dernière minute pour essayer de faire plaisir à un tel ou un tel. Mais autrement, ce texte, il faut bien connaître son histoire. Il a maintenant quasiment plus de 2 ans en arrière. C'est nous-mêmes qui avions lancé les discussions, les concertations. Ça n'est pas un texte parfait. Pourquoi? Parce qu'il stabilise la dette. Il ne dit pas comment on réduit la dette qui augmente d'1,5 milliard à 2 milliards par an. D'autre part, ce texte ne va pas assez loin sur la préparation de l'ouverture à la concurrence en 2022 pour les TGV. Et ensuite, ce sont les régions qui diront... d'ailleurs de cette ouverture à la concurrence. C'est ça qu'il faut préparer parce qu'elle arrivera de façon inéluctable. Et d'ailleurs, la concurrence, ça a été fait dans d'autres pays, n'est pas forcément un drame pour les cheminots, et c'est un avantage pour les usagers. Donc même si ce texte n'est pas parfait, je ne voterai pas contre, et je ne demande pas le retrait de ce texte. Par contre, ce que je demande, c'est aux grévistes de bien comprendre qu'ils sont dans une impasse. Que si le gouvernement continue à être ferme, ça nous change, mais s'il continue à être ferme, c'est une bonne chose. Il faut que cette grève s'arrête. Vous soutenez le gouvernement dans sa fermeté? Je lui demande d'être ferme, et bien évidemment qu'on ne souhaite qu'une seule chose, c'est le retour à la normale. Mais je demande une chose précise au gouvernement, c'est de donner les instructions à la SNCF pour que aucun des jours de grève ne soit payé et qu'il n'y ait aucun étalement de quelque façon que ce soit sur la retenue sur salaire des jours de grève. La loi sur le service minimum que j'ai fait voter nous permet aujourd'hui d'avoir quand même un train sur 2 et 4 sur 10 avec le Transilien parce que ça permet une avancée. Il n'y a plus la paralysie parce qu'autrement, les grévistes s'en donneraient à cœur joie en bloquant tout le pays. Il n'y a plus le blocage du pays, mais les perturbations sont nombreuses. Les bacheliers, les futurs bacheliers aujourd'hui ont une double épreuve. L'épreuve du bac philo et aussi l'épreuve de savoir depuis quelques jours comment ils vont s'organiser. Mais au moins, il y a quand même des trains qui circulent. Et puis je voudrais aussi faire une autre différence. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont sur les quais de gare avec un gilet rouge. C'est pas à eux qu'il faut s'en prendre. Parce que eux sont là. Ce sont des gens qui normalement étaient dans des bureaux. C'est ce que disait Guillaume Pépi ce matin. Oui, mais ils sont sur le quai. Il y a des gens qui à la SNCF sont attachés à l'entreprise, sont attachés au rail, au développement du rail, et qui apprécient les usagers, et qui aujourd'hui sont bien souvent confrontés à la colère des usagers, et elle est compréhensible, mais il ne faut pas les confondre avec ceux qui ne sont pas là, avec les 15% de grévistes, qui eux sont des jusqu'au-boutistes, sont des preneurs d'otages, et à cela il faut leur dire que maintenant, il faut bien voir que leur intérêt particulier à eux, c'est pas l'intérêt général. Et que l'intérêt général doit être privilégié. Et je leur dis aussi une chose, qu'ils ne s'amusent pas à vouloir bloquer des dépôts ou aller sur des voies pour empêcher les trains de partir, parce que là, je demande au gouvernement de faire usage de la force, parce que l'ordre doit être respecté dans ce pays. Xavier Bertrand, ça veut dire que Luc Châtel soutient les jusqu'au-boutistes? Écoutez, allez pas jusque-là, chacun sa position, S'il demande le retrait de la réforme ferroviaire, c'est exactement ce que demandent la CGT et Sudrail. Moi, je sais une chose. Comment peut-on imaginer je veux être lisible et cohérent. Ça veut dire quoi? Ma cohérence, c'est de dire que ce texte, il va pas assez loin, il apporte une avancée, et surtout, les jusqu'au-boutistes, j'ai rien à voir avec eux, et je ne ferai pas partie de leur camp. Ça veut dire que Luc Châtel est dans une posture politicienne? Alors, je vais vous dire une chose. Le commentateur, il est en face de moi. Moi, je suis un acteur politique. Vous qualifiez les uns les autres comme vous voulez. Je ne suis pas sur cette ligne. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je n'utilise pas des périphrases pour vous dire les choses. Voilà ce que je fais. Comprenez-vous cette position? J'ai essayé de joindre Luc Châtel juste avant cette émission, vous en avez été témoin avant qu'on rejoigne sur le plateau, pour lui dire ma position. Oui. Votre position, c'est qu'il a tort. J'ai pas la même position. Donc il a tort. C'est clair, je crois. Mais comment peut-il dire cela? Écoutez, j'en sais rien. Je suis pas là pour commenter les propos des autres. En plus, sur une autre radio. Alors, vous savez je suis sur BFM, je suis sur RMC. Parce que c'est un mauvais texte. Voilà ce qu'il dit. Oui, mais en attendant, il y a un problème de lisibilité. Oui.
Je sais qui demande le retrait de ce texte. Oui. Je ne suis pas eux, je ne suis pas comme eux, alors je fais pas comme eux. Donc vous êtes différents. Bien. Et même si c'est un texte présenté aujourd'hui par la gauche, c'est pas un drame. Je ne suis pas de gauche, ça se sait. C'est-à-dire que mais je pense qu'il faut voir ce qui va dans le bon sens. L'opposition de droite doit avoir une attitude responsable, c'est ce que disait Hervé Mariton, vous êtes d'accord? C'est ce que je plaide depuis bien longtemps. On doit s'opposer, mais on doit s'opposer de façon argumentée. Oui. Quand on a des éléments, des arguments pour ça. Et puis quand on s'oppose, on doit aussi proposer. Et ce que l'on devra faire également, c'est de trouver des bonnes propositions pour réduire la dette. Parce qu'on ne peut pas continuer avec une dette de la SNCF qui augmente autant chaque année. Parce qu'autrement, à terme, c'est le service public qui est en péril. On ne peut pas continuer comme ça. Ça sera ça aussi notre travail de réflexion et de proposition. Est-ce que vous faites la même analyse sur le conflit des intermittents? Est-ce que là aussi, vous soutenez le gouvernement? Attendez. Je veux savoir si le gouvernement cale. Oui, ou pas. Ou pas. Moi, ce que je demande, c'est que cet avenant soit validé par le gouvernement. Parce que cet avenant, il ne vient pas n'importe où. C'est ce que disait Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT tout à l'heure, sur RMC aussi. Ils se sont engagés, la CFDT et aussi le patronat. Donc il ne faut pas avoir des grands discours comme quoi le dialogue social est important et quand on a des partenaires sociaux courageux, faire le contraire. Sauf que, si je peux me permettre, c'est même pas une réforme des intermittents et on a déjà la grève des intermittents. Parce que c'est pas encore le grand soir de la réforme des intermittents. Aujourd'hui, sur le milliard d'euros de surcoût du régime des intermittents, on va avoir une économie de 150 millions d'euros. C'est bien. Mais c'est pas encore la grande réforme attendue. Bien sûr, est-ce qu'il faut mettre à plat ce régime? Oui, il faut mettre à plat ce régime. Et quand je dis ça, je mesure bien que les intermittents vont certainement m'en vouloir, que j'ai des intermittents dans ma ville de Saint-Quentin qui vont certainement m'en vouloir également. Mais la vérité, c'est que le système des intermittents a été mis en place au tout début pour faire face à l'irrégularité de l'emploi, à la précarité de l'emploi, notamment des interprètes. Au début, c'était ça. Et que le système a été dévoyé, pas par les intermittents principalement, mais par les employeurs, par des sociétés de production qui, parce qu'il y a un régime très avantageux d'indemnisation, en profitent et évitent dans ces cas-là de recruter en CDI les intermittents auxquels ils font appel en permanence. Donc je pense que le système, il faut le remettre à plat, parce que ça n'est pas forcément à l'assurance chômage, c'est-à-dire tous les Français, de cotiser pour ça. Je pense que les sociétés de production, les employeurs doivent participer davantage et que l'État, s'il est attaché à la place de la création culturelle, moi c'est ce à quoi je crois fondamentalement, doit aussi participer, mais pas au titre de l'assurance chômage. En définitive, on retient le bras aujourd'hui des intermittents en disant on ne va pas dépenser comme avant. Mais on n'est pas à tordre le bras ou à casser le bras de qui que ce soit. Donc il faut bien voir que ceci, encore une fois, va dans le bon sens trop timidement, mais il n'est pas question de caler ou de reculer. Alors, Xavier Bertrand, c'est amusant, parce que j'écoutais ou je lisais Manuel Valls ces dernières heures. D'abord, à propos des intermittents, il dit qu'il faudra aller plus loin que ce système arrivé à bout de souffle. Bon, aller plus loin, ça veut dire changer de système, si je comprends bien, sans vouloir le dire. Deuxièmement, sur les cheminots, il est sur le même terrain que vous. Il faut absolument voter cette réforme ferroviaire. Il n'y a pas d'autre solution. Vous voulez dire quoi? Qu'il fait du Bertrand? Ou que vous faites du Valls. Non, j'avais le sentiment que c'était le contraire. Je vais vous dire pourquoi. J'aime bien votre sourire. Non, mais oui. Quand il y a eu la loi sur le service minimum, que j'ai fait voter, la gauche ne l'a pas voté. Alors, unanimement ou certains l'ont voté? Ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté. Ils ont essayé de faire de la politique, la petite politique à l'époque, alors que ça va dans le bon sens. Moi, ce que je revendique, c'est la cohérence. Mes idées, quel que soit le gouvernement, si elles sont prolongées, si elles trouvent leur prolongement, ça me va. Voilà. Et je n'hésite pas à le dire. Alors, autre chose, les impôts sont trop lourds. Vous le dites, Manuel Valls le dit. Et le pire, impôts, vous les avez augmentés quand vous étiez au pouvoir. Droite et gauche réunis. Depuis 30 ans, ont augmenté les impôts. Vous savez pourquoi? Parce que c'est facile d'augmenter les impôts. C'est plus facile d'augmenter les impôts que de réduire les dépenses. La droite et la gauche ont augmenté les impôts. Maintenant, la gauche a décidé de pratiquer le rabot. Mais le vrai sujet, ce sont les réformes. Et les réformes, il faut du courage. Et les réformes, il faut aussi chercher des idées nouvelles pour réformer. Est-ce que je peux prendre l'exemple des retraites? Oui, allez-y. Les retraites, pendant très longtemps, on a augmenté les cotisations. Il a fallu attendre 2003, la réforme Fillon, j'étais le rapporteur, pour qu'on change la logique. Mais vous voyez, au moment où il faut prendre de nouvelles dispositions sur la retraite, si on veut que toutes les retraites de tous les Français soient toujours payées, le gouvernement a décidé de geler un grand nombre de retraites.
Mais le vrai sujet n'est pas de les geler pendant un an. C'est tout simplement de dire qu'il faudra aller jusqu'à 65 ans, mais pour tout le monde. Que les fonctionnaires... Pour les cheminots aussi? Mais oui, on a commencé les cheminots à les faire travailler plus longtemps. Mais ce sera tout le monde sur un pied d'égalité, tout le monde. Mais je dis aussi aux fonctionnaires que les primes devront être prises en compte, mais qu'ils ne pourront pas garder les 6 derniers mois pour le calcul de leur retraite. Et je dis à cela, vous savez quelle est ma position? Si vous ne voulez que rien ne change, il ne faudra pas voter pour moi. Mais moi, j'assume de dire avant les élections ce que l'on fera après les élections, pour qu'il n'y ait plus ce décalage. Et vous comprenez bien, les impôts, c'est derrière nous. Le rabot, c'est pas la bonne solution. Ce sont les réformes d'ampleur qu'il faut. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la grande réforme fiscale qui pour vous est indispensable? Réduire les dépenses en premier. Oui. Le problème est simple en France. Soit vous prenez aux gens avec les impôts, soit vous leur donnez moins. Il faut donner moins. Il faut dépenser moins. Il nous faudra moins de fonctionnaires à l'avenir dans notre pays, Jean-Jacques Bourdin. Et il faudra aussi que ceux qui rentreront dans la fonction publique demain n'aient pas tous le statut à vie de la fonction publique. Donc vous remettez en cause le statut pour tous les nouveaux entrants, de fonctionnaires, pour certaines catégories. Je m'explique. Vous allongez la durée de travail, le temps de travail, si j'ai bien compris, et vous établissez le calcul de la retraite sur le privé, quoi. Sauf que dans ces conditions-là, on peut garantir à tous les Français qu'ils continueront à toucher une retraite, alors que le système, dans les années qui viennent, sera autrement péril. Ou alors on va encore faire comme d'habitude. On a fait la dernière des réformes, la toute dernière, mais tous les 3 ans on y revient à nouveau. Il faut arrêter cette hypocrisie. C'est ce que vous avez dit. Oui, mais pendant longtemps, vous savez, pendant longtemps, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait croire qu'une réforme partielle était une réforme définitive. Pourquoi vous avez fait comme tout le monde pendant longtemps? Parce que vous savez quoi? Non. On dit qu'en fin de compte, la réforme, c'est la meilleure réforme qui soit. Non, c'est la réforme que les gens peuvent accepter le plus facilement. On fait les réformes au maximum en France en fonction de ce pour éviter les blocages. Pour éviter les blocages. Donc on ne réforme pas, quoi. Et on réforme peu. Vous voulez que je vous dise? Au bal des hypocrites, comme tout le monde, j'ai dansé. Eh bien, je ne danserai plus au bal des hypocrites. C'est aussi simple que ça. Parce que notre pays ne peut plus se permettre d'avoir en permanence les faux-semblants, l'absence de vérité et l'absence de courage. Mais il y a aussi un problème, un vice à l'origine. C'est que celui qui est élu président de la République, à cause du quinquennat, dès qu'il est élu, ne pense qu'à une chose, se faire réélire. Et même les plus courageux d'entre eux, au bout d'un moment, et très rapidement, se disent « je ne vais pas faire la réforme, il va y avoir du mécontentement, des blocages, ça va compromettre ma réélection ». Voilà pourquoi je plaide pour revenir à un septennat et un septennat non renouvelable. Que celui qui est élu ne pouvant pas se représenter fasse vraiment les réformes dont ce pays a besoin et qu'on arrête d'avoir des gens qui sont totalement désespérés et de voir aussi des jeunes quitter notre pays parce qu'ils ont le sentiment qu'on ne puisse plus réussir. Alors on va aller jusqu'au fond de votre pensée, ça veut dire que pour vous, aucun doute, Nicolas Sarkozy ne pense qu'à une chose, c'est être élu en 2017. Je ne sais pas s'il s'en tient à la déclaration qu'il a faite devant vous ou pas. Oui. Il avait dit j'arrête la politique. Oui. Mais votre pensée, c'est quoi? Le fond de votre pensée? La même que vous. C'est-à-dire que s'il veut changer de position, s'il veut revenir sur sa décision, c'est son droit. Mais il faut savoir que pour choisir le prochain candidat de la droite et du centre aux élections présidentielles, ce ne sont pas les états-majors qui décideront. Ce n'est pas la volonté d'un seul homme qui suffira. Ce sont les électeurs. Ce sont les électeurs de la droite et du centre qui choisiront. Et vous savez pourquoi c'est important, ces primaires? C'est important parce que c'est un choix démocratique. Oui. C'est-à-dire que celles et ceux qui sont intéressés par nos idées, ce sont ceux-là qui iront voter, mais pas pour choisir seulement un homme ou une femme, mais pour avoir un droit sur le projet. Il y en a marre de ces grandes déclarations, de ces grandes promesses avant les élections. Et le lendemain, ce sont les grandes déceptions, les grandes trahisons. On oublie les grands engagements. Alors que la primaire donnera à celui qui vote... Nicolas Sarkozy et François Hollande ont oublié leurs engagements. Mais depuis 30 ans, vous savez comment ça se passe. C'est les grandes déclarations, la main sur le cœur, je sais ce qu'il faut payer, je le ferai. Mais comme il y a la réélection derrière, il y a quasiment rien qui se fait. Ou quand les réformes se font, elles ne sont pas suffisantes. Il faut en arrêter avec ces faux semblants. Voilà pourquoi je suis intimement persuadé, peut-être que ça me coûtera, peut-être que du coup on dit que je vais trop loin, ou peut-être que je n'ai aucune chance d'être élu, parce que je dis notamment aux fonctionnaires qu'on ne pourra pas garder les 6 derniers mois pour le calcul de la retraite. J'ai longtemps pensé qu'en politique, il fallait chercher à faire plaisir à tout le monde. C'est pas possible. Parce que tout le monde finit par vous tourner le dos. Alors je pense qu'il vaut mieux dire la vérité, et puis on se sent aussi en conformité avec ses convictions. Mais tout le monde... Vous savez ce que dit Brice Hortefeux? Il le dit pas comme ça, mais il le pense. Mais le jour où Nicolas Sarkozy sera candidat, tout le monde va se coucher, tout le monde va se ranger derrière lui. Vous savez bien. Il y a un bel adjectif. Oui. Libre.
Vous le connaissez bien, cet objectif, vous l'assumez. Oui. C'était même le titre d'un livre de Nicolas Sarkozy. Oui. J'aime cette valeur, la liberté. Et je resterai libre. Donc quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quels que soient les candidats. Vous serez toujours... Vous irez au bout. Il y a aussi autre chose. Vous irez au bout. Bien sûr. Quels que soient les candidats. Ne posez pas la question, vous connaissez la réponse. Non, mais je vous la pose. Mais je vais jusqu'au bout. Oui. Pour moi, il y a un avant et un après élection européenne. Oui. Aux élections européennes, le Front National est arrivé en tête, largement en tête. Et pour moi, ces élections européennes, c'est le dernier avertissement avant un nouveau 21 avril et la présence de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Mais qui sera en face? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Parce que d'accord, l'UMP est arrivé devant le Parti Socialiste. Mais les élections européennes, c'était la veille des révélations sur l'affaire Big Malion. Je suis persuadé que si on avait su précisément, de la part des protagonistes de cette affaire, ce qui s'était passé, le Front National n'était pas à 25%. Il était à plus que 30%. Et l'UMP aurait fait beaucoup moins. Voilà pourquoi moi je ne veux plus que l'on fasse de la politique comme avant ces européennes. Elle est terminée cette affaire Big Malion ou elle commence? Écoutez, en ce qui concerne la question des facturations, des conventions, tout ça est terminé. Maintenant c'est à la justice. Vous n'avez jamais travaillé avec Big Malion? Vous savez, c'était l'époque où j'étais un peu en conflit et en guerre avec Jean-François Copé et je ne risquais pas d'avoir à travailler avec eux. Et même avec Jérôme Lavrieux, puisque vous avez travaillé avec lui. Enfin, il a travaillé avec lui. C'est moi qui l'ai fait rentrer en politique à Saint-Quentin. Et c'est vous qui vous en êtes séparés. Et c'est vrai qu'ensuite, nous nous sommes fâchés, mais c'est de notoriété publique. Oui. Vous ne nous direz pas pourquoi. Je garde le silence. Et moi aussi. Vous aussi? Vous ne voulez pas nous dire pourquoi? Non, le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là. Ce sont des voyous, l'équipe Copé? Ce sont des voyous, c'est François Fillon qui le dit, c'est pas moi. J'ai pas à qualifier parce qu'à l'époque, dans les propos de François Fillon, ça concernait toute l'UMP. Oui, toute l'UMP. Ce qu'il faut, c'est la clarté totale. Oui. La clarté totale sur ce qui s'est passé. Parce que j'ai notamment, dernièrement, dans une permanence, j'allais à une réunion publique pendant les européennes, un monsieur s'approche de moi et dit « Monsieur Bertrand, j'ai donné pour le Sarkoton. En définitive, ça a servi à quoi ?» J'ai pas su lui répondre. Alors il faut que la lumière soit faite intégralement pour que l'on sache aussi clairement quelles sont les dispositions à prendre pour ne jamais plus voir ceci se produire, ni à l'UMP, ni ailleurs. Vous savez ce qu'aurait dit Nicolas Sarkozy? Ça a été répété par plusieurs personnes. Xavier Bertrand, un médiocre, ce n'est pas la reconnaissance qui l'étouffe. Il n'a pas toujours dit ça, Nicolas Sarkozy. Notamment dans mes fonctions ministérielles, ou quand j'étais son porte-parole. Si les propos qui sont tenus, comme les propos de Brice Hortefeux hier, ont vraiment été tenus, ça traduit beaucoup de mépris. Ça traduit beaucoup de mépris de leur part. C'est un chapeau à plumes. Moi, j'ai pas vu la phrase exacte. C'est quoi la phrase, Xavier Bertrand? Je crois qu'il a dit que les chapeaux à plumes, on va les rabaisser. Pour l'instant, c'est l'UMP qui a été plumé. Et personne ne portera le chapeau à la place des responsables dans cette affaire Big Malion. Et je vais jusqu'au bout. Il y a beaucoup de mépris, je pense, dans les propos qui sont tenus. Moi, j'ai toujours du respect pour l'ancien président. Toujours du respect. Oui, pas sûr qu'il en ait pour vous. Je sais quels sont les sentiments qui m'animent, moi. Silence. Non? Bon. Vous avez été, Xavier Bertrand, ministre de la Santé. Alors, je voudrais vous poser une ou deux questions sur la santé, quand même. 2006, vous disiez à propos de l'e-cigarette, on ne peut pas laisser ce marché se développer. Ce n'est pas parce que ça sent la vanille ou la fraise que c'est moins nocif. Oui. Vous voudriez toujours taxer? Non, aujourd'hui, les études montrent que l'e-cigarette, c'est moins bien que rien, mais c'est mieux que la cigarette. Alors, si c'est mieux que la cigarette, on veille aujourd'hui à ce que ça permette à des gens de ne pas rentrer dans la cigarette ou de sortir de la cigarette. Est-ce qu'il faut l'interdire dans les lieux publics? Je suis très partagé là-dessus. Je suis très partagé. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on va interdire les cigarettes dans les lieux publics parce que c'est un peu un phénomène de mode ou là pour montrer qu'on est ferme. Mais attention, quand j'ai interdit de fumer dans les lieux publics, c'était pour éviter le tabagisme passif, pour éviter notamment que les salariés dans les restaurants ne soient exposés à la fumée des clients. Là, il n'y a pas le même problème pour l'e-cigarette. C'est d'ailleurs un premier point qu'il faut prendre en compte. La deuxième chose, si on arrive à sortir complètement la nicotine de l'e-cigarette, je ne vois pas au nom de quoi on pourrait considérer que c'est nocif. Il faut donc des études supplémentaires avant de prendre des décisions qui sont quand même un petit peu médiatiques et pour montrer qu'on avance. Sur le tabac, c'est un fléau sans pareil. Et je pense que la France peut être l'un des premiers pays à sortir vraiment de la cigarette traditionnelle. Mais seulement, il faut qu'on voit bien la question des ventes de contrebande, des ventes également
européenne, parce qu'on ne peut pas continuer, quand on augmente les prix du tabac, à avoir le buraliste belge qui se frotte les mains parce que tous les Français vont venir acheter. Mais vous êtes heurté à ça. Vous êtes heurté à ça lorsque vous étiez ministre de la Santé. C'est parce que le ministre de la Santé en lui-même n'a pas de pouvoir sur les prix du tabac au niveau européen. Il faut que ça se soit porté politiquement par le chef de l'État, par le chef du gouvernement, et en faire une priorité d'harmonisation fiscale au niveau européen. Là, on peut poser les bases pour aller beaucoup plus loin pour lutter contre le tabagisme et ses ravages. 8h56. Merci, Xavier Bertrand. Merci à vous.